Bienvenue dans Legacy in Motion, la série d'entretiens qui met en lumière des personnalités dont l'engagement, l'expertise et la vision ont durablement marqué leur domaine. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le docteur Gilles Reboul, chirurgien viscéral spécialisé dans les pathologies de la paroi abdominale du sportif et plus particulièrement dans la prise en charge de la pubalgie. Depuis plus de 20 ans, il accompagne des athlètes de haut niveau, des clubs professionnels de football et de rugby, ainsi que des institutions médicales de référence en France et à l'international. Son expertise a contribué à faire évoluer la compréhension et le traitement des douleurs inguinales chez le sportif. Docteur Reboul, merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre parcours, votre vision de la médecine du sport et l'héritage que vous souhaitez transmettre aux générations futures. Merci beaucoup d'être ici avec Merci nous. beaucoup. Merci beaucoup Quand pour votre invitation. C'est toujours un plaisir, bien entendu, et de faire profiter mon expérience, puisque maintenant, ça fait presque 30 ans maintenant. J'ai commencé exactement en janvier 2000, et effectivement, mon parcours m'a permis de progresser. Et le but maintenant, pour les 10 années à venir encore, c'est de transmettre. Voilà, donc c'est parfaitement intégré dans ce que vous promouvez. Alors revenons sur les origines d'une vocation. Quand avez-vous compris que la médecine serait votre voie? Très rapidement, en fait, j'avais 6 7 ans. J'ai en fait la chance d'avoir mes deux grands-pères qui étaient médecins, radiologues. Et du plus lointain que je me souvienne, dès 6 7 ans, j'ai voulu déjà faire médecine. Et ensuite, bah, tout mon parcours s'est accordé autour de cette vocation, parce que c'est vraiment une vocation, et une vocation pour les gens. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers la chirurgie plutôt qu'une autre spécialité? Eh bien, parce que avec la chirurgie, j'avais l'impression d'être efficace, efficace par rapport à une pathologie donnée et pouvoir répondre par rapport à cette pathologie par un acte qui permettait de guérir. Et donc, ça a été assez spontané d'aller vers la chirurgie. Et donc, j'ai eu ce parcours qui, au départ, était une chirurgie un petit peu générale, puisque je suis un des derniers, entre guillemets, dinosaures à pouvoir pratiquer la chirurgie thoracique, viscérale, gynéco, puisque c'est ma formation. Et puis finalement, ma deuxième passion après la chirurgie étant le sport, eh bien les deux se sont rencontrés. Et depuis 30 ans, bah, j'ai la chance de pouvoir pratiquer mes deux passions. Et qu'est-ce qui vous a inspiré de vos membres de famille quand vous les voyez? Parce qu'à 6 7 ans, c'est vraiment très tôt. Qu'est-ce que vous avez En retenu de fait, ces figures? On a une sorte d'admiration par rapport à ses grands-parents. Quand on est jeune, on a 6 7 ans, les grands-parents, on a une soixantaine, et voire un peu plus. Et en fait, dans mes grands-parents, j'en avais un qui était professeur à Bordeaux, qui travaillait dans la cancérologie, la radiologie, la radiothérapie, et qui a formé énormément d'élèves. Et en fait, je voyais un petit peu comment il fonctionnait. Et du coup, voilà, c'était une vraie, un exemple. Et puis après, je pense qu'on a une nature à faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, Et quand vous c'est dites comme ça. vous voyez un peu comment il fonctionnait, mais il vous emmenait sur le terrain, non? Ou alors c'était dans des conversations d'adultes? C'était les conversations et en même temps, j'allais le voir et je voyais un petit peu ce qui se passait. Donc très très tôt, j'ai été amené à une dizaine d'années à peut-être aller à l'hôpital déjà, voir un petit peu comment ça se passait. Et puis voilà, puis c'est quelque chose qui s'est perpétré. Et j'ai une anecdote comme ça avec mon fils qui un jour avait pareil, peut-être 6 ans, 7 ans, et qui était venu me voir. Donc je le confiais aux infirmières pendant que je faisais la visite. Et puis, mais il disait rien. Et puis un jour, il a dit à sa mère, tu sais, maman, papa, il opère des martiens. Ah bon? Parce qu'en fait, il avait regardé comme ça à travers une porte d'une chambre, les patients qui ont des fois des tuyaux, tu vois, des sondes urinaires, des choses comme ça. Et en fait, voilà, il avait fait l'association. Donc, je pense qu'il y a, ouais, il y a un peu d'imbibition, il y a un peu de buvard qui fait que qu'on finit par être touché par ça. Voilà. Et puis, en fait, c'est votre environnement, donc pour vous, c'est naturel de le partager Sûrement, oui, oui, bien sûr. aussi. Même si je vois par rapport à tous mes cousins, cousines, enfin, je suis le seul à avoir fait médecine, mais je crois qu'il faut l'alliance de cette vocation, puis après,
quelque chose d'un peu particulier, puis le fait d'y aller, puis ainsi de suite. Oui, oui, je pense que c'est toutes ces choses-là qui font qu'on va vers la médecine et on va après vers la chirurgie, puis après vers le sport. Alors justement, revenons sur le choix de la médecine du sport. Comment êtes-vous devenu l'un des spécialistes de la pubalgie du sport? Alors, en fait, il se trouve Pardon, que du sportif, pas du du sport. sportif, tout à Ouais. fait, oui, oui. En fait, il se trouve que dans ma formation, j'ai fait une formation de chirurgien pariétal aussi. Et un jour, c'est une histoire de discussion, c'est une histoire de rencontre avec des mentors. J'avais rencontré l'ancien médecin des Girondins avec qui je travaillais, on avait discuté. Et puis après, un de ceux qui était chirurgien sur la France qui s'appelait le professeur Jäger parce qu'il est décédé il y a quelques années. Et puis, c'est avec des discussions que finalement, on a fini euh, par avoir les mêmes visions. Et donc, bah, je me suis orienté vers ça, puisque, comme je dis, j'avais deux passions, la chirurgie et le sport. J'ai toujours pratiqué du sport, j'ai toujours aimé évoluer dans ce milieu. Et donc, eh bien, naturellement, j'ai été vers la prise en charge des sportifs, parce que c'est pas évident. Pour prendre en charge un sportif, je pense que il faut avoir cette connotation, il faut aimer les sportifs et savoir un peu ce qu'ils veulent. Moi, j'ai le souvenir aussi quand j'étais à Doha, un jour j'étais avec un de mes confrères chirurgiens et puis on discutait, puis un jour il me dit, mais tu sais, moi j'aime pas les sportifs. Je dis, mais comment tu peux travailler dans un milieu sportif si tu n'aimes pas les sportifs? C'est impossible. Et effectivement, quelques années plus tard, il est reparti vivre en Suisse et travailler en Suisse, mais il travaille plus avec les sportifs. Donc je crois que voilà, tout ça, c'est des rencontres, c'est la chance de rencontrer des gens, des mentors, des gens avec qui tu discutes, avec qui tu as la même idée. Et puis, voilà, aimer les patients, ça c'est pour la médecine. Aimer les sportifs, ça c'est pour la chirurgie du sport. Et à l'époque où vous avez commencé, quels étaient les principaux défis dans ce domaine? Alors en fait, c'est ça qui était intéressant, parce que quand j'ai commencé en 2000, entre guillemets, la pubalgie était encore un grand mystère, même si elle le reste encore un petit peu. Et en fait, c'était extraordinaire que de se dire qu'on pouvait participer, chacun à son échelle, à l'amélioration de cette connaissance. Et pour moi, j'ai toujours pensé que on peut bien traiter les patients si on sait ce qu'ils ont. Et donc, dans un premier temps, il était très important d'avoir un démembrement, d'avoir une clarté. Et dans le sport particulièrement, je pense qu'on part à chaque fois du symptôme, du signe. Le patient se plaint de quelque chose, il faut avoir des tests qui permettent de savoir pourquoi il y a le symptôme qui s'exprime et ensuite pouvoir démembrer les différentes formes de symptômes pour pouvoir aboutir à la prise en charge d'un traitement. Et donc ça, c'était extraordinaire à faire et j'ai eu la chance de partir à Doha. Et l'intérêt de Doha, c'est que ils ont regroupé au sein d'une même unité, hein, parce que ils avaient érigé en principe la pathologie musculaire, la pathologie des ligaments et la pathologie de la pubalgie comme axe de progression mondiale. Et donc, ils nous ont réunis, entre guillemets, avec tous les experts mondiaux, ou en tout cas ceux qui étaient dits mondiaux et qui publiaient, et qui travaillaient là-dedans. Et du coup, on a beaucoup avancé. On a fini par faire une conférence de consensus en 2014 qui a servi de base à la prise en charge moderne aujourd'hui de la pubalgie dans le monde. Et on continue à progresser grâce à ça. Et plus spécifiquement, qu'avez-vous découvert ou compris que d'autres ne voyaient pas encore? Vous-même ou Alors en en tout fait, cas ce groupe? ouais, pendant longtemps, la chirurgie de la pubalgie a été pratiquée essentiellement par des chirurgiens orthopédistes. Donc, avec une vision strictement orthopédiste. Ce qui me fait dire maintenant, par exemple, par rapport à ma prise en charge à moi aujourd'hui, qui n'est pas les mêmes formations, puisque moi je suis un viscéral qui est arrivé à la chirurgie du sport et donc un peu orthopédiste, eh bien, j'ai pas la même approche. J'ai une approche plutôt pariétale que je connais très bien, que eux connaissent moins bien, et puis j'avais une approche sur les adducteurs que eux connaissaient, mais pas de la même manière, pas dans les mêmes indications. Ce qui est, par exemple, aujourd'hui, ce qui explique pourquoi moi je pense qu'on peut désinsérer un adducteur et eux pensent qu'il faut réinsérer un adducteur. Voilà, c'est vraiment nos approches. Et donc, moi, j'ai apporté ma vision de chirurgien viscéral, du chirurgien minimaliste sur la paroi,
en même temps, euh, presque concomitamment, à 10 ans près, puisque j'avais une consoeur qui était également viscérale et qui apportait aussi cette même approche sur la chirurgie de la paroi, sachant que d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, on a fait des études à Bordeaux qui ont prouvé notre sentiment qu'on avait sur la paroi et qui ont prouvé que ben, on avait raison sur pourquoi il fallait faire ce type de chirurgie, dans ce type de pathologie de la paroi, dans les formes pubalgie. Et donc, voilà, c'est cette approche viscéraliste et cette connaissance de la paroi qui nous a permis qui m'a permis d'apporter ce qu'il y a aujourd'hui et qui est maintenant communément accepté dans le monde et au niveau international. Votre nom est aujourd'hui associé à la prise en charge de la douleur inguinale chez le sportif. Comment cette expertise s'est-elle construite? Ou alors, parce que vous en avez un petit peu parlé là, de l'évolution de cette expertise, ou alors peut-être rentrer un peu plus en détail sur ce que c'est et quelle est votre technique, parce que vous avez une méthode assez particulière. Alors en fait, il se trouve donc que comme j'ai eu une formation particulière sur la paroi, la chirurgie de la paroi a évolué depuis les années 70 et notamment 80 avec l'apparition des prothèses. Et donc, dans la communauté scientifique viscéraliste et pariétale, parce qu'il y a une nouvelle technique qui est apparue, eh bien, on a considéré que, parce que c'était nouveau, il fallait faire ça pour tout le monde. Moi, je considère que chaque pathologie pariétale est dépendante de chaque patient, qu'on a à notre disposition un certain nombre de techniques. Et aujourd'hui, moi, j'ai affaire à beaucoup de sportifs, vraiment, qui ont encore de la paroi et pour moi, chez beaucoup de ces sportifs, il n'y a pas véritablement de pathologie hernière. C'est surtout une pathologie pré-hernière de faiblesse. Et pour moi, c'est inconcevable de penser qu'il faut mettre une prothèse chez les gens qui font du sport, qui, parce qu'ils font du sport et ayant une faiblesse, ont une inflammation, et aller rajouter une prothèse sur une inflammation, pour moi, c'est risqué de mettre des douleurs. Donc, depuis 30 ans que je pratique cette technique, je la maîtrise parfaitement. C'est une technique qu'on avait décrite dans les années 57, 1957, à Toronto, au Shouldice Hospital, et qui était destinée à des jeunes sportifs à l'époque qu'on opérait pour des petites hernies et sous anesthésie locale en ambulatoire. Il faut imaginer ça en 1957. Donc aujourd'hui, moi j'ai amélioré cette technique par la connaissance, par la pratique. Et donc je propose une technique qui est un petit peu différente, hein, c'est pour ça que je l'appelle le Schuldeis modifié, mais qui est particulièrement adaptée aux sportifs qui n'ont pas besoin de prothèse. Et donc c'est pour ça que je la maîtrise bien, bien aujourd'hui. Et quels ont été les moments clés qui vous ont fait progresser dans votre pratique? Les moments clés, c'est surtout en opérant ces patients, c'est le retour. D'abord, au bout de 5 ans, j'ai fait une étude rétrospective parce que je voulais savoir où j'en étais. C'est toujours important de s'évaluer. Et donc, je me suis aperçu que les gens qui avaient donc une pubalgie, entre guillemets, des douleurs de l'aine, et qui avaient une pathologie pariétale, quand on les opérait par cette technique, dans 98% des cas, ils reprenaient à 2 mois, avec une rééducation. Après, de cette étude est aussi né le fait que certains patients qui avaient la pathologie de l'adducteur, donc qui se plaignaient de douleurs d'adducteur, et chez qui on trouvait une pathologie de paroi, les opérer la paroi ne suffisait pas. Puisque en opérant la paroi, on réglait le problème dans 80%, mais il y avait 20% de récidive sur les adducteurs, ce qui est insuffisant et tout à fait pas un bon résultat chez des sportifs qui continuent à avoir mal aux adducteurs. C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la chirurgie de l'adducteur et qu'aujourd'hui, je fais à la fois la chirurgie de la paroi et la chirurgie de l'adducteur. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est l'expérience, c'est l'expertise, c'est le retour de mes patients. Maintenant, j'en suis peut-être à la quatrième ou cinquième génération, entre guillemets, de footballeurs de haut niveau. Parce que, en gros, on va dire qu'ils ont des carrières d'une dizaine d'années. Donc, j'ai commencé en 2000, on est en 2026, ça fait trois. Donc, voilà, on est pratiquement à 4 générations de joueurs. Et donc, je vois l'évolution, je vois la prise en charge. Et donc, et le fait qu'on continue à avoir des bons résultats, techniquement, parce que j'ai affiné la technique, je l'ai améliorée. Aujourd'hui, quand je vais faire un Schuldeis, je me souviens d'un chirurgien italien qui est venu, qui est médecin du sport dans un très grand club italien, et on discutait. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, mais Gilles, tu te rends compte, tu viens de faire un Schuldeis, tu as mis 8 minutes.
8 minutes pour faire un shoelace. Moi les gens là où je vais les voir, ils mettent 40 minutes. Je dis oui, mais c'est normal. Moi, je fais les sportifs. Je, je, J'en ai fait des dizaines de milliers, hein. Je compte ça en dizaines de milliers maintenant. Et donc, du coup, heureusement que je suis efficient. Voilà. Et je veux dire, je ne fais pas une chirurgie très compliquée. Je la fais adapter à des gens qui ont une pathologie bien précise et en faisant une technique qui est maintenant bien rodée. Donc, du coup, voilà, heureusement qu'on a des bons résultats après 30 années. Ça, c'est une question vraiment très personnelle. Quand vous ouvrez, c'est toujours les mêmes tissus que vous découvrez ou il y a des choses nouvelles, des imprévus? Alors, on m'a posé plein de fois cette question en me disant, mais tu en as pas marre de faire toujours la même chose et d'avoir les mêmes et d'avoir la même chirurgie à faire. En fait, chaque chirurgie est différente d'un patient à un autre. Ce qui est certain, c'est que les process sont les mêmes. C'est-à-dire que on va avoir des différentes une progression dans la chirurgie qui est exactement la même. Donc, on ouvre les mêmes plans, on trouve les mêmes pathologies, on a les mêmes réparations et donc ça c'est au même endroit. Donc du coup c'est vrai que c'est répétitif, mais chaque patient est différent. Et le retour de chaque patient est encore différent. Là, tout à l'heure, j'avais un joueur suédois qui est venu, là, enfin, un Danois qui joue en Suède, qui est venu, que j'ai opéré la semaine dernière sur Paris, et qui m'a envoyé un mot parce qu'il me dit, mais Doc, c'est extraordinaire. J'ai été opéré jeudi, et puis chaque jour, je vois, j'ai plus mal, ça s'améliore. Et là, est-ce que j'ai le droit de courir? Est-ce que j'ai le droit de faire du vélo? Enfin, voilà. Donc, moi, en fait, je fais cette chirurgie pour eux, pour les patients et leur retour. Alors, je dis pas que j'ai 100% de succès, malheureusement, j'aimerais, franchement. Mais voilà, ce retour-là, il y a pas mieux pour nous, pour les médecins et pour les patients, parce que même si on ne fait pas de la chirurgie vitale, c'est de la chirurgie fonctionnelle. Et les patients, dans un cadre de chirurgie fonctionnelle et d'incapacité, parce qu'en fait, ils viennent me voir, comme je dis souvent, on me dit, t'en opères beaucoup. Oui, mais j'opère que les gens qui viennent me voir et qui se plaignent de quelque chose, hein. J'opère pas les autres, je vous promets. Et donc, on apporte une solution et on apporte un résultat. Et quelle innovation ou avancée vous rend le plus fier? En fait, je sais pas si je suis fier de ça. Je suis content que j'ai d'avoir pu participer à l'amélioration de la prise en charge. Là où je suis assez fier, c'est que effectivement, quand j'ai commencé il y a 30 ans, on disait la pubalgie tout seul. Aujourd'hui, on va dire que c'est une pubalgie qui est pariéto-abdominale, qui est une pubalgie adducteur, une pubalgie du pubis ou une pubalgie du pseudo-cœliaque. Et on va rajouter la pathologie de la hanche. Donc ça, oui, j'en suis fier parce que j'ai apporté ça en France, cette rigueur, avec d'autres, bien sûr, hein, et tous mes prédécesseurs. Et aujourd'hui, les jeunes, et je suis très content de continuer à participer à leur formation. Je mets un point d'honneur à aller régulièrement aux sociétés françaises de médecine du sport et aux sociétés françaises de traumatologie du sport pour faire un enseignement collégial pour expliquer les différentes formes de pubalgie, pour expliquer quel examen il faut faire, parce que ça, c'est important. Donc ça, oui, je suis content de ça. Après, bien sûr, ben, voilà, on est toujours content quand on a des bons résultats et que les patients vont bien. Et on est mal content quand malheureusement, il y en a certains qui vont pas bien parce que j'ai pas 100%, ouais, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, comme je me dis, et je le dis souvent aux patients, je ne peux pas vous assurer 100% de succès. Par contre, je peux vous assurer que je me battrai à 100% pour que on obtienne un meilleur résultat. Voilà. Mais voilà, on est dans une société aujourd'hui où, pour certains, on a un bon résultat, mais pour eux, ça leur va pas, c'est pas assez. Et donc, ils considèrent que c'est pas bien. Donc, ils se battent, ils ont toujours des douleurs. On essaye de se battre, de mettre en place d'autres solutions innovantes. Par exemple, dans les injections, on a mis en place, nous, sur Bordeaux, maintenant qui est diffusé d'un point de vue mondial, l'utilisation de la toxine botulique pour améliorer le ressenti douloureux quand on va injecter ça dans les adducteurs en post-opératoire et on peut aussi le faire en préopératoire. Et après, surtout, on a mis en place des process bien spécifiques, à la fois pour arriver à la chirurgie, à la fois pour faire la kiné et à quel moment on peut faire la réathétisation. Donc tout ça, ça continue à évoluer, mais grâce à un travail qui est multidisciplinaire, parce que ça, c'est quand même le maître mot. On n'est jamais tout seul, et il faut jamais être tout seul quand on veut prendre en charge les patients. Vous avez travaillé avec de nombreux sportifs professionnels. Que vous ont-ils appris? Alors, en fait, c'est très intéressant parce que
j'ai la chance de pouvoir opérer la star, parce qu'il y a des stars, et le sportif amateur. Comme je dis souvent, quand on opère des professionnels de très haut niveau, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Pour être professionnel de très haut niveau, pour être une star, il faut déjà du talent, il faut de la classe, et puis il faut un mental. Donc, le retour que j'ai de ces gens-là, c'est comme une Formule 1 avec la voiture. C'est-à-dire que le retour que j'ai me permet de mieux adapter encore la prise en charge avant, pendant et après, et la rééducation ainsi que la réathlétisation. Ils vont 10 fois plus vite que les autres parce que on est beaucoup à s'occuper d'eux parce qu'on est toujours derrière et à l'écoute du moindre retour. Et ça fait bénéficier tout le monde. Et c'est ça que m'ont appris ces sportifs de très haut niveau, sans compter après, pour quelques-uns, le fait de rentrer dans leur vie pendant 15 jours où on s'appelle tous les jours et après on se voit plus, mais le jour où on se revoit 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après, bah, on est content de se voir. Et puis il y en a certains qui sont devenus des amis parce que voilà, on crée des liens. Ça rejoint un petit peu question suivante. Existe-t-il une différence entre soigner un champion et soigner un patient ordinaire? Absolument, ben oui, parce que déjà, un champion, comme j'ai expliqué, il est pas arrivé là par hasard. On a l'impression, à chaque fois, on dit, bon, il est champion. Bon, même s'il faut bénéficier de certaines circonstances. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut être là au bon moment, avec un bon entraîneur, quand on parle du football, voilà. Mais ils ont quelque chose en plus que d'autres n'ont pas. Et puis, ils ont aussi l'entourage, ils ont aussi, oui, ce mental que tout le monde n'a pas. Sinon, on n'aurait que des professionnels. Et on sait très bien qu'au football, bah, il y en a, sur la ligne de départ, il y en a 1 million qui partent et pour arriver à deux ou trois. Donc, c'est ça qui est difficile. Mais n'importe qui ne sera pas un sportif de très haut niveau. C'est impossible. Comment gérez-vous la pression liée aux enjeux sportifs et aux attentes de retour à la compétition? Alors, je la gère d'autant plus maintenant, par rapport à il y a 30 ans, qu'à l'époque, ben, j'étais jeune, j'étais pas très connu, je démarrais, je progressais. Mais aujourd'hui, entre guillemets, voilà, l'expérience, mon expertise fait que j'ai peu de surprises dans les diagnostics, peu de surprises dans les suivis, parce que j'en ai tellement vu et j'en vois tellement, et je me rattache toujours à des choses rationnelles, c'est-à-dire des signes, des évolutions. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'ai plus la pression. Opérer Messi, pour moi, c'est la même chose que aller opérer un joueur lambda entre guillemets, sachant qu'il y a toujours un petit stress, bien entendu, mais je la gérerai de la même manière, parce que ça, c'est important déjà, de pouvoir penser que ce qui se passe chez un sportif de très haut niveau, c'est la même chose que ce qui se passe chez l'amateur. Mais on sait très bien comme on a eu des bons résultats, comme les patients sont revenus, on sait qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de bons résultats. Et si on fait et on applique les bonnes méthodes et la bonne rééducation. Quel changement majeur avez-vous observé au cours de votre carrière? Euh, Qu'est-ce que j'ai vraiment observé? Euh, je dirais l'entourage, la pression des agents, la pression des clubs, bien sûr, comme j'expliquais, j'arrive à mieux gérer maintenant, mais également de tous les athlètes. Euh, Et en fait, on a une évolution qui est naturelle, j'allais dire. Moi, quand j'ai commencé, il y avait, entre guillemets, au-dessus de moi, deux, trois personnes qui étaient plus reconnues que moi dans la pubalgie. Et puis maintenant, bah, j'ai pris leur place. Et donc, j'ai d'autres personnes qui arrivent derrière, qui me demandent, que je vais former, bien sûr. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est ça que j'ai changé, le regard qu'ont les autres par rapport à mes attentes, mais qui est en même temps quelque chose de naturel. C'est obligatoire. C'est dommage, bien sûr. À chaque fois, ça arrive quand on a 62 ans, parce que c'est mon âge. Mais comme je dis, comme on fait un métier qui est passionnant et qu'on sait bien gérer, on a encore une dizaine d'années, voire 15 ans devant nous pour pouvoir continuer à travailler et transmettre. Donc, du coup, oui, on peut dire aussi l'évolution qu'il y a eu, c'est le football business, c'est le sport business qui est apparu. Mais je crois vraiment qu'en tant que soignant, faut mettre ça de côté. Comme je le dis souvent, moi, je veux bien avoir un patient. Je vais vous donner mon opinion parce que vous me l'avez demandé, mon expertise. Après, il y a des choses que je maîtrise pas.
Par exemple, moi, ça m'est arrivé chez des sportifs de très haut niveau, j'ai posé une indication. Et puis, je savais très bien qu'il y avait des étapes à passer derrière. Donc, il fallait l'accord du directeur général, l'accord du président, l'accord du président de l'association, voire l'accord de certains dirigeants d'État. Donc, voilà, ça, je laisse faire. C'est pas un problème. Et après, quand on donnait l'accord, bah, j'y allais. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, oui, il y a eu ça. Mais bon, on arrive à le gérer. Vous êtes également impliqué dans la formation et le partage des connaissances. Pourquoi cette transmission est-elle importante pour vous? Bah déjà, parce que nous, on est là, on est une petite étape dans l'évolution de la prise en charge. Tout le monde. Voilà. Il faut que, il n'y a aucun chirurgien, il n'y a aucun médecin qui doit être au-delà de ça. C'est-à-dire, on fait partie de l'étape où on veut faire progresser les choses. Dans notre formation, et si on a fait ces études, c'est parce que on aime comprendre les choses et on aime en même temps les faire évoluer. Et donc, naturellement, on aime les transmettre. C'est comme ça. Sinon, ça sert à rien du tout. Quel intérêt? Ça sert à rien de venir, de faire 30 ans, d'avoir une expertise et dire je m'en vais avec. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de transmettre pour que les choses, celui qui vient derrière vous, ou ceux qui viennent derrière vous, ils continuent à progresser et faire évoluer pour le bien du patient. Parce que la base, c'est le retour et le patient, il veut être guéri et nous, en étant le plus efficient possible, le plus efficace possible. Donc oui, le partage, c'est important. Et puis enseigner, moi, je disais, voilà, je mets un point d'honneur à continuer à l'enseignement avec quelques-uns de mes collègues. Et oui, c'est gratifiant de faire ces enseignements. Et je pense que chacun devrait avoir cette pensée-là. Quels conseils donnez-vous aujourd'hui aux jeunes chirurgiens ou médecins du sport? Alors déjà, un, d'examiner les patients. C'est le plus important. Moi, certes, on a à notre disposition aujourd'hui beaucoup d'outils dans la connaissance. On commencera par l'outil IA, qui aujourd'hui, vous allez poser une question, ChatGPT ou qui que soit, en lui parlant de la pathologie. Mais ce qui est important, c'est que chaque patient présente des signes qui lui sont propres et que lui ressent comme ça. Et donc, il faut examiner les patients. On doit avoir des bases d'examen, des signes qui permettent de dire oui, il y a ça, il y a ça. Et en fait, le patient, il vient pour que vous lui donniez cette information. Et du coup, en ayant cette information par l'examen clinique, eh bien, vous savez les étapes qu'il y a derrière. Et après, si vous avez besoin d'examens complémentaires, et il y en a besoin dans certaines situations, vous les demandez, pas parce qu'il faut les faire, mais parce que vous en attendez quelque chose. Si on n'en attend rien, c'est pas la peine. Il faut rien demander. Mais par contre, oui, on peut avoir, et après, ça aboutit à un diagnostic, une prise en charge. Donc, moi, je le dis toujours, commencez par examiner vos patients, et je suis malheureux des fois parce que par exemple, dans la chirurgie la prise en charge de la pubalgie, il faut examiner les orifices hernières. C'est indispensable. Je veux dire, on ne peut pas faire un diagnostic de pubalgie, même s'il n'est pas pariéto-abdominal, si on n'examine pas. Et malheureusement, et ça fait 20 ans que je le dis, euh, moi, dans mon cabinet, c'est 1 à 2 patients sur 10 qui arrivent alors qu'il a eu l'examen. Pas plus. C'est pas assez. C'est pas assez. Il faut continuer, continuer et arrêter de demander des échographies ou des IRM ou des scanners qui servent à rien. Moi, il y a un truc que j'ai du mal quand le patient vient. Ah, docteur, j'ai mal. Regardez tout ce que j'ai fait. Il me sort 50 examens. Là, horrible. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc, première chose, les jeunes, on examine les patients. Quand on a examiné, on sait déjà où il faut aller et on explique bien les raisons pour lesquelles on a besoin soit d'un avis, soit d'une chirurgie, soit d'un autre examen ou un traitement. Mais l'examen, Toujours, c'est à la Mhm. base. Toujours en parlant de transmission, quels savoir-faire ou quelles valeurs doivent absolument être préservées? L'humilité, c'est l'humilité. Il faut être humble. C'est-à-dire que déjà, la médecine, il faut être humble. La chirurgie, il faut être encore plus humble. Parce que vous pensez que vous avez fait une bonne opération, vous êtes content de ce que vous avez fait, mais pour le patient, c'est pas bien. Et il a des douleurs liées à l'opération. Ça arrive malheureusement. Et voilà, l'humilité, c'est important parce que il faut toujours se remettre en question. Et puis, il faut être empathique. Je veux dire, c'est important ça aussi. Les patients, ils n'ont pas demandé à ressentir quelque chose ou à être malade. Et donc, on a besoin de comprendre.
pourquoi ils sont comme ça et comment il faut les orienter. Donc oui, pour moi, c'est deux valeurs, mais c'est la base. Comment imaginez-vous la médecine du sport dans les 20 prochaines années? Alors, je pense qu'elle va être de plus en plus précise grâce à l'IA, justement, parce que on va pouvoir entrer les process, c'est-à-dire que tel patient qui aura telle pathologie que vous aurez diagnostiquée par l'examen, et donc on saura exactement quelles sont les démarches à pouvoir, ce qu'il faudra faire, soit en tant que euh, trai- par rapport au traitement, est-ce qu'il faut l'opérer, pas l'opérer, est-ce qu'il faut l'infiltrer, pas l'infiltrer, est-ce qu'il faut faire la kiné, quel type de kiné. Et donc, il y a des process qui sont en train de se mettre en place, il y a encore des recherches, hein. Et donc, je pense que c'est sûr que l'intelligence artificielle ne nous remplacera pas, jamais, parce qu'ils ne pourront pas faire certaines choses à notre place. Et nous, on a ce côté, je veux dire, ce rapport qu'on doit avoir avec le patient. Mais par contre, dans les process, tout le monde sera à même de découvrir pourquoi et de savoir comment on peut utiliser ces process. C'est en gros ce qui s'est passé il y a 20 ans, entre guillemets. Pendant longtemps, chacun était de son côté en traitant les formes de pubalgie. Et puis, à partir de 2012, à peu près 2013, eh bien, on nous a réunis au Qatar, parce qu'il faut le nommer, parce que eux, bah, ils avaient érigé en principe le fait de faire évoluer telle pathologie, donc ils ont fait venir tout le monde. Voilà. Mais maintenant, au lieu de faire venir tout le monde, eh ben, maintenant, on va les 20 ans qui vont venir permettront de diffuser à tout le monde le savoir. Et ça, c'est la base, il faut savoir. La Donc lumière est je la vois venue. bien comme ça. Voilà. La lumière est venue sur l'écran, donc c'est comme une J'ai vu magie qui ça, hein. arrive. C'est rigolo. Ouais. Quels progrès technologiques auront, selon vous, le plus d'impact? C'est difficile à dire. Peut-être, je dirais, là, on est encore en train, on n'a pas tout fini dans le démembrement. C'est-à-dire que il y a encore des études qu'on fait avec des dissections anatomiques qui, qui prouvent que la dissection anatomique, c'est vraiment l'intime, c'est l'anatomie, c'est la chirurgie. Alors qu'on a la radio qui est extraordinaire. Je ne suis pas sûr que la robotique aujourd'hui, dans ma spécialité, soit la technique d'avenir, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de robotique en chirurgie de la paroi, ça veut dire qu'on doit mettre une prothèse et une plaque. Et j'ai expliqué que moi, dans mes conditions, je trouve que non. Mais maintenant, si la robotique permet de faire un geste encore plus précis et de voir encore mieux les différentes anatomies, alors oui, ça sera le progrès à venir. Mais pas aujourd'hui dans les conditions où on utilise la robotique pour mettre des prothèses. Quels défis restent encore à résoudre, selon vous, docteur? Le principal défi est de diffuser l'information, mais vraiment d'un point de vue général. Et ça, c'est à nous de continuer, puisqu'on est un petit peu en haut de la pyramide. Donc, il faut qu'on fasse redescendre toute cette information, et on y travaille. Donc, aux universités, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit enseigné dans les universités, mais partout dans le monde. Et puis, que, en fait, les patients aient accessible à la meilleure prise en charge et la meilleure façon. Parce qu'on est encore dans un monde aujourd'hui, je crois que vous en êtes l'exemple aussi, où les patients savent pas forcément qu'il y a une alternative à le fait de mettre une plaque tout le temps, par exemple. Et ça veut bien dire qu'il y a quelque part quelque chose qui passe pas, qui n'est pas bien passé. Donc, je pense que le principal défi, c'est que les patients aient accès à la connaissance et à ce qu'il y a de mieux comme traitement, mais tous les patients. Moi, j'ai encore plein de patients qui viennent me voir et qui me disent, mais moi, ça fait 3 4 ans que je erre et il n'y avait personne qui était capable de me traiter. Voilà. Alors que, il y a moyen aujourd'hui. Donc, je pense que c'est peut-être ça le principal défi. Je vais juste me montrer pour apporter un peu mon témoignage. Moi, j'ai été opérée donc fin novembre et j'ai pu reprendre sans problème en mars, fin mars. Et là, la compétition en master, en vitesse, 200 mètres, 400 mètres, impeccable, pas encore dans mes temps, mais course sans douleur et puis arrivée première des courses et deuxième. Donc, très satisfaite. Voilà, et Eh ça, ben, c'était et- en
en mai. Donc, une belle Ouais, et évolution. puis Mais moi, attention, voilà. rééducation, discipline, l'invisible. La part que le médecin Oui, peut accompagner, mais il n'est pas chez nous. Donc, c'est vraiment fondamental d'être responsable, en fait, de ce qu'on fait chaque jour. Oui, et ça, c'est un peu le deuxième effet lié à la chirurgie, la rééducation, c'est qu'après, le patient, il sait qu'il a besoin d'un entretien qu'il n'avait pas forcément fait avant d'être opéré. Et ça, c'est important. Voilà, parce que ça évite d'avoir une récidive. Et ça, c'est le deuxième effet, je pense, de la chirurgie aussi. Alors, lorsque vous regardez votre parcours, de quoi êtes-vous le plus fier? Finalement, d'avoir été fidèle à moi-même, c'est-à-dire de me dire, j'ai fait ça pour les patients et je continue à le faire pour eux. Quel a été votre plus grand apprentissage humain? L'échec pour un patient, parce que on se remet toujours en cause et de trouver une solution pour que ça aille bien. Comment aimeriez-vous que l'on se souvienne de votre contribution à la médecine et au sport? Uniquement comme quelqu'un qui était passionné et qui continue à être passionné et qui l'a fait pour les patients et pour transmettre. Un mot pour définir votre métier. Passion, Votre plus grande qualité. l'humilité et Une le respect. qualité. Votre plus grande qualité? Le respect, Une qualité indispensable chez un chirurgien. l'humilité. Un livre qui vous a marqué. Euh, je dirais des souris et des hommes de Steinbeck. Une rencontre qui a changé votre vie. Indéniablement, mon mentor, mes mentors, je peux les citer. Dans la chirurgie, c'est Marc Lefebvre. Dans la médecine du sport, Claude Montero. Et dans la chirurgie du sport, Jean-Henri Yeager. Le meilleur conseil reçu. Euh, Reste comme tu es. Une valeur non négociable. Ah, le respect. Le mot héritage évoque quoi pour vous? Mon parcours, puisque j'ai mes grands-parents qui étaient médecins. Et puis, le fait de transmettre aujourd'hui aussi à des jeunes, je continue à former quelqu'un sur Marseille. Et il y a quelqu'un à Paris que vous connaissez bien, qui serait intéressé aussi. Et puis peut-être mon fils qui est aussi dans les études de médecine et qui peut-être un jour perpétuera le nom. On peut citer son nom, De mon fils celui que je connais ou bien. celui? Oui, Alexandre Hardy. Docteur Reboul, merci beaucoup pour cet échange riche et inspirant. Votre parcours illustre la rencontre entre l'excellence médicale, l'innovation et la volonté constante d'accompagner les sportifs vers leur meilleur niveau. Au-delà des techniques et des résultats, c'est également une histoire de transmission, de passion et d'engagement au service des autres. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, votre vision et les enseignements d'une carrière consacrée à faire progresser la médecine du sport. Merci beaucoup, docteur, et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Et puis voilà, à chaque fois, ce qu'il y a de plus beau, une fois de plus, c'est le retour des patients et les sourires.